Alors désormais, au nord de Kharkiv, à Vovchansk ou encore Lipski, la situation s'est stabilisée. Les points les plus chauds actuellement, ils se situent dans le Donbass. On parle beaucoup de Chassivyar, puisque vous le savez, il y a quelques jours, au début du mois, les troupes ukrainiennes ont dû se retirer du quartier du canal. Ils sont dorénavant sur la rive ouest. Alors ce canal, Siversky-Donetsk, il crée une frontière naturelle difficile à franchir. Donc pour le moment, la ville tient bon, mais situation tout de même compliquée. D'autant plus que ça pousse au sud. Les troupes russes ont réussi à avancer. Excusez-moi, il y a une alerte qui sonne sur mon portable, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Les troupes ukrainiennes, je vous le disais, qui poussent un peu plus au sud, notamment vers Toretsk. Et ça, c'est vraiment une surprise, puisque ce front n'avait pas bougé depuis 2014. Situation est également compliquée, puisque les Russes poussent également autour de Donetsk, vers Pokrov. Alors ce sont chaque jour de petits gains, quelques centaines de mètres, mais ils grignotent au fur et à mesure du terrain, et ils pourraient parvenir à arriver sur la route qui traverse de Konstantinivka justement jusqu'à Pokrovsk, un pas de plus pour accueillir l'ensemble de l'oblast de Donetsk. Qu'est-ce qui freine? Eh bien, ce sont toujours les mêmes problématiques. Le manque d'hommes, il y a une vague de nouveaux mobilisés qui doit arriver, mais plusieurs brigades nous l'ont confirmé. Ces hommes sont toujours actuellement en formation, et puis toujours le manque de moyens, alors qu'en farce, eh bien, il y a énormément de drones FPV, de bombes planantes guidées, ou encore de roquettes de roquettes, je vais y arriver, thermobariques. Merci beaucoup Claire Cambier, merci à Charles Lefettet, et merci d'autant qu'effectivement on entend les alertes derrière vous, les sirènes, donc ça doit pas être évident. Merci. Oui, merci de l'avoir fait malgré tout. Merci à vous deux surtout. Alors ça fait un moment, Pierre Servan, qu'on n'a pas fait le point ensemble sur le terrain, parce que l'actualité politique a tout emporté sur son passage, mais le rapport de force est en train d'évoluer à la défaveur largement des Ukrainiens, ou ce n'est pas si dramatique que ça? C'est comment dirais-je, plus nuancé. Bravo à Claire Cambier pour avoir fait une présentation aussi claire, parfaite et serrée de l'ensemble du front de Kharkiv jusqu'au Donbass, avec une alerte derrière. Vraiment, nous sommes ici en studio, je suis en studio au chaud et tranquille, et je n'entends pas de bruit d'obus derrière, donc chapeau. Alors, sur le front de Kharkiv, quand on s'était quitté, entre guillemets, avant nos élections, il y avait des craintes sur le fait que les Russes puissent arriver jusqu'à Kharkiv, voire jusqu'à la ville de Soumy, qui se trouve plus au nord de Kharkiv. De ce côté-là, en fait, c'est l'impression que nous avions dégagée sur ce plateau les uns et les autres, à savoir que c'était plutôt une opération de diversion des Russes, et les Russes se sont plutôt reculés, donc dans la zone de Kharkiv que l'on voit au nord. Plus à l'est, vous avez Kramatorsk. Devant Kramatorsk, vous avez une ville que Claire a évoquée, donc Chassivyar, qui est une petite ville qui était de 12 000 habitants, mais qui est une sorte de verrou qui protège Kramatorsk. Kramatorsk, c'est le donjon dans lequel se trouve l'état-major, le haut état-major ukrainien pour notamment la région de Donetsk. Et devant, vous avez donc Chassivyar qui a été en partie conquise par les Russes, mais les Russes sont bloqués par un canal. Et par ailleurs, la ville étant en hauteur, les Ukrainiens sont plutôt sur une position défensive assez solide. Mais les Russes ne sont pas restés inertes, ils ont glissé plus au sud, vers la ville de Toretsk, qui a été aussi citée par Claire. Je ne sais pas si on peut voir une carte plus fine que celle que l'on a, mais cette ville de Toretsk, il s'est passé quelque chose qui est, comment dirais-je, un classique de la guerre. Il y a eu une erreur de la part du commandement ukrainien. Dans l'armée, vous avez un principe qui est très simple, qui est le principe du perroquet. Quand vous regardez un perroquet qui monte une échelle, il se sert de son bec et de ses deux pattes, et il ne lâche une patte ou le bec pour monter que s'il a les deux autres prises. Donc vous ne lâchez pas 2 prises sur 3, encore moins 3 sur 3 parce que vous tombez, mais c'est le principe de l'échelle de perroquet. Vous tenez 2 points et puis vous pouvez lâcher pour avancer. En l'occurrence, dans les troupes qui se trouvaient à Toretsk, il y avait 2 unités qui devaient bouger, avoir une rotation, et au lieu de les faire l'une après l'autre, système du perroquet, les Ukrainiens, il y a eu une confusion du commandement, ont fait bouger en même temps ces 2 unités. Les Russes l'ont vu par leurs drones d'observation. Ils ont attaqué à ce niveau-là et ils ont bousculé les Ukrainiens. Leur idée étant d'essayer de contourner Chassivyar, qui est un verrou
mais qui est compliqué à prendre pour essayer de le contourner, l'objectif étant Kramatorsk. Alors, je dois préciser qu'on devait retourner vers Claire et Châtelet-Fêté, mais comme on a entendu les sirènes derrière elles, on a préféré effectivement les laisser se mettre à l'abri et continuer donc ensemble notre route, notre entretien. Parlons du réarmement russe. Vous l'avez effleuré tout à l'heure en début de cette interview. Immense sujet, je le disais également, de préoccupation même du côté de l'OTAN et certainement au cœur des discussions en ce moment à Washington. Regardez cet article du Monde qui nous en dit long. Le Monde qui explique qu'au début du conflit, et c'est vrai qu'on s'en souvient, tous soulignaient dans les états-majors les faiblesses du complexe industriel de défense russe, etc. Mais aujourd'hui, sa capacité à rebondir, bien, elle surprend. Même dans les plus hauts rangs, l'industrie, visiblement, elle s'est réorganisée. Regardez cette phrase du général Cavoli, qui commande l'ensemble des forces américaines en Europe. Et il tirait le signal d'alarme il n'y a pas très longtemps. Il dit « La Russie est en bonne voie pour produire ou remettre en état plus de 1200 chars de combat par an. Et pour fabriquer au moins 3 millions d'obus de roquettes par an, soit le triple de ce que nous estimions au début de la guerre, et davantage de munitions que les 32 pays de l'OTAN réunis. » Oui, alors c'est effectivement un constat, même si sur le chiffre des chars, ça ne correspond pas à ceux que j'ai, mais il y a certainement un mélange entre guillemets entre les chars qui sont remis en état, notamment des vieux chars de type soviétique qui ont été sortis de leur hangar et qui sont remis en état, et la capacité nette de production de chars qui est quand même plus faible, plutôt de l'ordre d'une centaine par an. Le point est que les Russes se sont réorganisés, les 3-8, économie de guerre, mise sous tension, chasse de la corruption qui avait largement affaibli l'outil militaire russe avant l'invasion, nomination d'un nouveau ministre de la Défense qui est un économiste qui est chargé justement de cette mise sous tension, Shoigu, l'ancien ministre de la Défense, passant au Conseil de sécurité de façon à assurer cela. Et puis l'autre point, du point de vue politique, qui explique aussi pourquoi cette industrie de défense russe parvient à se renouveler, c'est que lors des derniers remaniements après l'élection bidon, la réélection bidon de Poutine, au sein du gouvernement, il y a cet effort d'organisation à travers des personnes, mais vous avez aussi une chose qui est très frappante que des responsables des services de renseignement occidentaux me signalaient, à savoir que ce qu'on peut appeler le clan des Chinois, c'est-à-dire les personnalités russes, notamment Mishustin, qui est le Premier ministre, mais également d'autres ministres qui ont en charge, sous l'autorité de Poutine, le lien avec la Chine, tous les trafics faits avec la Chine pour avoir des machines-outils normalement civiles, mais qui vont servir notamment pour l'artillerie, pour les munitions. Donc ce clan chinois, entre guillemets, a été renforcé de façon à ce que l'aide chinoise soit musclée. Donc tout ça mis bout à bout dans un régime qui est un régime dictatorial, ça vous explique pourquoi, effectivement, il y a un réarmement qui est puissant, avec deux points de faiblesse. Un, c'est que le reste de l'économie de la Russie, civile, service public, est en dégradation. Et deux, les Russes sont quand même obligés de faire des acrobaties. Et c'est pour ça que le Premier ministre indien Modi est venu embrasser son camarade Poutine. L'ami Poutine, comme il l'appelle. Belle décoration, le grand collier de l'ordre de Saint-André. Mais il est venu aussi lui dire deux choses. Un, tu me rends mes Indiens étudiants qui étaient venus en Russie faire des études, à qui tu as mis un uniforme et que tu as envoyé sur le front. Donc il les a récupérés. Et puis il lui a dit, je t'avais renvoyé mes chars russes que je t'avais achetés pour être rénovés. Et non seulement tu ne me les as pas rendus, mais tu les as utilisés sur le front. Donc c'est pour montrer que l'effort est là, il y a une vraie inquiétude. Par rapport au début de notre conversation, ça veut dire que, pas seulement l'OTAN, mais les 70 pays qui soutiennent l'Ukraine, il faut passer encore à la vitesse supérieure maintenant, et pas attendre le prochain hôpital, Kharkiv à nouveau menacé. Vous voyez, il faut vraiment anticiper.